Les OGM, probablement l'un des plus grands débats de ces 30 dernières années. Il paraîtrait que ça empoisonnerait nos enfants, que ça détruirait notre mère nature, ou que ce serait une invasion commerciale de notre oncle Sam. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce un fléau... Bonjour mesdames. Est-ce un fléau pour l'humanité, ou au contraire, est-ce que ça nous sauvera tous? Eh bien, pour avoir la réponse, restez après le générique. Wow, c'est quoi ce nouveau décor? Mais ils sont où mes crochets? Résistance! Crochet, on veut crochet, crochet, où est crochet, crochet, on veut crochet, crochet, où est crochet, crochet, on veut crochet, crochet, où est crochet, crochet, crochet. Mais de quel nouveau décor tu parles? Les gars, le générique est fini là, ça tourne. Oh. Bonjour. Tout d'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'un OGM? Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Tu commences toujours tes épisodes de la même façon. Je t'emmerde. Bon, vous doutez bien que c'est une abréviation, sinon ça serait bizarre comme mot. Je t'avais dit que t'étais nul en blague. Merci de ton soutien. Donc, OGM, c'est l'abréviation de quoi? Oh my god? Non, ça c'est OMG, connard. Dis donc, tu veux bien rester poli? Organisme génétiquement modifié. Et en anglais, ça se dit comment? Genetically Modified Organism. Donc GMO. Comme il dit lui. Ce sont des êtres vivants, animal ou végétal, où l'homme a farfouillé dans son ADN comme des sagouins. Le niveau de notre vocabulaire commence vachement à diminuer, non? Hein? T'es pas assez scienteux, mec. Si je pouvais, je me casserais. Ouais, mais tu peux pas. Tous les êtres vivants de l'ADN, c'est une sorte de moule à cake pour fabriquer tous les composants des cellules. Je vous jure, ça décrit assez bien le bidule. Et dans cet ADN, il y a tous les moules nécessaires pour la fabrication de chaque composant de notre corps. Et même plus probablement, étant donné qu'il y a une partie dont on ne sait pas à quoi ça sert. Et le principe des OGM, c'est d'ajouter un moule venant d'un autre être vivant dans cet ADN. C'est une sorte d'hybridation? Wow. Quoi? Rien. Je suis juste surpris que tu connaisses le mot. Mais oui, c'est clairement de l'hybridation. Et ça peut aller loin dans ce domaine. On n'est pas obligé de rester dans des animaux similaires. On essaye en ce moment d'injecter de l'ADN de méduses dans des lapins pour qu'ils se mettent à briller la nuit. Si, je vous jure, on essaye vraiment des expériences comme ça. Bon, c'est pas prêt à 100%, mais c'est quand même assez loin dans la recherche. Hein. En revanche, je me demandais pas à quoi ça sert. Je veux dire, qu'est-ce qu'il est passé dans la tête du mec qui a commencé le projet? Il en avait peut-être marre de chercher son lapin qui s'échappait la nuit? Par contre, je sais pas si les poissons veilleuses existent vraiment, mais bon sang que ça serait chouette. Bizarre, mais chouette. Cependant, on ne se contente pas d'expériences à la con. Hein. Il y a de vraies recherches scientifiques et surtout industrielles dans le domaine. Par exemple, on a créé une espèce de saumon qui est 3 fois plus gros pour augmenter le rendement. Parce qu'il est plus gros. Mais on ne se contente pas de faire mumuse avec des animaux. Non, on fait également des OGM de plantes. C'est d'ailleurs dans ce domaine-là que l'industrie génétique explose. Le but de ces modifications sont multiples. Augmenter le rendement, protéger la plante contre les insectes et les bactéries, permettre à la plante de se développer dans des milieux moins propices à son développement, Terrain aride où rien ne pousse. lui permettre de vivre avec beaucoup moins d'eau,
Comme je l'ai dit, des tas de raisons. Et sur papier, c'est plutôt cool, ça pourrait régler le problème de famine, ça pourrait également augmenter le nombre de terres agricoles. D'ailleurs, le fameux point sur les insectes, ça a été vraiment le fer de lance des généticiens pro-OGM. En effet, si les plantes n'ont plus besoin de pesticides pour se protéger des insectes, on s'en servirait plus. Or, les pesticides, c'est toxique et en plus, ça déglingue les nappes phréatiques, donc c'est pas du tout écologique. Mais vous vous doutez bien que c'est bien plus compliqué que ça. Sinon, l'épisode s'arrêterait là. Mais avant de parler des problèmes actuels des OGM, un petit retour en arrière s'impose, donc on va vous faire une petite historique des OGM depuis leurs origines. Tu t'es préparé cette fois? Ha ha ha, très drôle. C'était pas une plaisanterie. Oui! Même si la génétique a connu ses balbutiements au XIXe siècle avec Mendel, ce n'est vraiment qu'au milieu du XXe siècle que l'idée d'OGM commence vraiment à germer dans la tête de nos scientifiques. En effet, c'est dans cette période que le contenu d'une cellule, et surtout de son noyau, par exemple les chromosomes, l'ADN, sont enfin découverts. Ce n'est vraiment qu'en 1965, avec la découverte des enzymes de restriction, un moyen de modifier l'ADN de façon contrôlée, que l'on peut enfin songer à créer des OGM. Comme vous vous en doutez, on n'a pas commencé à faire des OGM de vaches directement, non. Au début, on y est allé mollo. La première forme de vie OGM est la bactérie. Grâce à sa simplicité génétique, par rapport aux autres êtres vivants, tels que les plantes ou les animaux, le travail est plus facile et on obtient plus vite des résultats. C'est d'ailleurs à l'américain Paul Berg que l'on doit les premiers progrès dans ce domaine. Mais déjà en 1977, les premiers soucis d'éthique apparaissent, et bon nombre d'éminents biologiques se réunissent durant la conférence d'Alizomar pour discuter de la moralité d'un tel procédé. Car oui, à ce moment-là, la question du danger n'est pas la plus majeure. Ce qui est assez logique, car là on est encore au stade expérimental, on ne sait pas encore quelle application va avoir cette science. La levure, en 1978, est le premier être vivant non bactérien à devenir transgénique. La levure, c'est un champignon. C'est également cette année que la première application commerciale des OGM est créée. En effet, grâce à l'OGM, la première bactérie transgénique produisit de l'insuline. Et toujours maintenant, l'insuline vendue aux diabétiques est systématiquement d'origine OGM. Autant vous dire que comme argument en faveur des OGM, celui-là, il est plutôt bon. Il faut attendre cependant 1982 pour voir le premier animal génétiquement modifié, une souris, devenue énorme grâce à un gène de rat. Oui, on a commencé avec des gènes proches, histoire d'augmenter nos chances de réussite. Ce qui est assez logique. Après, les découvertes commencent à s'enchaîner. Première plante en 1983, et 2 ans après, la première à résister aux insectes. Jusque-là, on a toujours mélangé des gènes déjà existants dans le règne animal. Mais depuis peu, 2010 pour être exact, l'homme a réussi à créer son premier gène artificiel par lui-même. Mais revenons à présent à la question du débat. À l'heure actuelle, bon nombre de lois surveillent cette science, empêchant les abus, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il a fallu beaucoup de temps pour que la législation s'adapte à cette science d'un nouveau genre. C'est par exemple seulement en 1980 que les États-Unis autorisent les entreprises à breveter leurs découvertes génétiques, ouvrant ainsi la voie à la recherche industrielle. Bah oui, les firmes industrielles n'allaient pas investir des millions de dollars dans la recherche d'un produit que leurs concurrents auraient pu leur prendre directement après sans payer le moindre sou, il faut être logique aussi. Cette loi ne concerne pas les humains par contre. Toujours maintenant, le sujet de jouer avec la génétique humaine, que ce soit avec les OGM ou avec le clonage, est un sujet très sensible qui divise la communauté scientifique. Alors vous imaginez bien qu'en 80, on rigolait pas avec ça. Contrairement aux idées reçues, l'Europe a très vite commencé à faire des OGM. La France, par exemple, en 1986, avait déjà commencé à produire des OGM, de façon expérimentale au début, certes, mais avait déjà commencé. Mais très vite, des commissions sont formées pour s'assurer des lois fraîchement établies sur le sujet, notamment les normes sanitaires. En 89, les premières recherches, non pas sur les OGM, mais sur les conséquences sanitaires font leur apparition dans les budgets du gouvernement français. Et l'année suivante, c'est au tour de l'Union européenne de prendre le relais. C'est clairement dans les années 90 que la polémique a explosé. L'Europe, contrairement aux États-Unis, prendra une politique de prudence, préférant attendre pour voir les conséquences des OGM. Ce n'est qu'en 92, par exemple, que les brevets sur les êtres vivants OGM deviennent légaux, soit 12 ans après les USA. Par ailleurs, l'Europe investit énormément d'argent sur la recherche des conséquences des OGM. Certes, par volonté de prudence, mais aussi et surtout par volonté commerciale. Plus vite les OGM seront prouvés à 100% sains et écologiques, plus vite l'Europe pourra investir des millions dans ce domaine. Car il faut reconnaître une chose aux OGM, c'est leur potentiel, qu'il soit commercial ou scientifique. Et ça, les grands de ce monde l'ont compris, qu'il soit politique ou commercial. Si l'OGM a été un élément important du XXe siècle, il sera primordial au XXIe. La génétique est une science encore enfantine par rapport aux autres, et ce siècle sera celle de son apogée. Maintenant qu'on a placé le décor, voyons si oui ou non les OGM sont une menace. Laisse-moi deviner, c'est oui et non. Tais-toi, t'as fini ton tour. C'est à moi maintenant. Bien parlé. Silence-toi. L'un des principaux reproches que l'on fait aux OGM, c'est leur toxicité. Et effectivement, quand il s'agit d'alimentaire, mon cher Watson, c'est assez difficile de définir si c'est dangereux, oui ou non. Si, on sait quand il s'agit de danger à court terme, je veux dire, si on teste un nouvel aliment sur un rat et que l'estomac commence à ressembler au gruyère qu'il a mangé,
Ouais, là on sait que c'est toxique. Mais pour ce qui est des dégâts à long terme, si ça augmente le taux de cancer, est-ce que ça peut altérer notre ADN à nous? C'est un petit peu plus compliqué que ça. Il faut beaucoup de temps pour avoir des résultats probants, et quand je dis du temps, c'est genre des décennies. Et donc du coup, l'opinion publique, entre-temps, va se développer sur des on-dit et sur des avis scientifiques, mais pas sur de véritables preuves. Mais au final, est-ce que c'est toxique de manger des OGM? Non. En 30 ans, aucune étude sérieuse et approuvée par la majorité des scientifiques n'a pu prouver la moindre toxicité des OGM. Mais pourquoi les médias et certaines ONG disent le contraire alors? Alors pour ça, je ne peux que vivement vous conseiller d'aller voir la vidéo sur le sujet de Dirty Biology, lien dans la description de la vidéo, pour vous parfaire dans ce domaine. Certes, je pourrais en parler aussi, mais il l'abordait avec une extrême précision et avec bien plus de talent que moi. Ce qui est, avouons-le, pas si difficile que ça. Mais il n'a pas abordé un autre pan de la dangerosité éventuelle des OGM. Certes, ce n'est pas dangereux de manière directe, en miam-miamant le machin. Mais qu'en est-il de la manière indirecte? En d'autres termes, les OGM peuvent-ils nous nuire par le biais d'un autre tiers? Et la réponse est un peut-être. Un gros peut-être. Mais avant tout, il va falloir définir ce qu'on entend par indirect. C'est ce qui n'est pas direct? Oh, elle m'avait manqué tes bonnes questions. Premier point, et pas des moindres, son impact écologique. Parce que forcément, si ça nuit à la nature, on va finir forcément par morfler, nous. Et là, c'est un peu le bordel. Bon, je vais mettre les choses au clair directement. La plupart des impacts écologiques que pourraient avoir les OGM sont des suppositions avec très peu, voire aucun cas avéré dans la nature. Mais certains s'accordent à dire que si on continue dans cette voie-là, on va très vite avoir de gros problèmes. Si tu mets ton doigt dans le cul d'un lion, certes, il pourra apprécier, mais il y a de fortes chances que ça finisse mal pour toi. Déjà, revenons sur le cas des pesticides. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'on essayerait de faire des OGM résistants aux insectes pour éviter d'utiliser des pesticides. Et en réalité, on a fait exactement l'inverse. On les a rendus fragiles aux insectes? Sûr. Vachement utile, ça, dis donc. Je t'ai déjà dit de te taire, toi. Non, on a plutôt tendance à créer des OGM qui sont capables de mieux résister aux pesticides, qui attaquent les plantes, normalement. Enfin, d'en mettre plus contre les insectes. Pourquoi pas avoir fait ce qu'il disait alors? Parce que c'est moins coûteux et que c'est plus facile. Et du coup, il y a plus de pesticides dans les aliments, ce qui les rend plus toxiques, de façon indirecte, et encore moins écologiques, étant donné que ça s'attaque encore plus à la terre. Et même les plantes qui résistent aux insectes posent problème. Oui, ils n'ont pas pensé à quelque chose de plutôt assez connu qu'on appelle couramment l'évolution dans ta face. Oui, s'il y a bien une chose que la nature nous a prouvé, c'est qu'elle est toujours capable de s'adapter. La vie a quand même survécu à 5 grandes exterminations de masse. On a observé que certaines plantes OGM, telles que le maïs MON 810 ou le coton BT, qui normalement étaient capables de résister à leurs insectes prédateurs, ne l'étaient plus. Une bonne partie des insectes sont morts, mais ceux qui ont survécu ont réussi à pallier ce nouveau problème, à s'adapter, et sont devenus une sorte de super insectes. Hors sujet, je sais, mais il risque fort d'arriver à la même chose avec les bactéries. Effectivement, on utilise tellement les antibiotiques maintenant qu'ils commencent à se renforcer et l'évolution fait qu'ils vont bientôt devenir très très résistants et totalement sensibles aux antibiotiques. Ils vont devenir des super bactéries contre lesquelles la médecine ne peut rien faire. Donc s'il vous plaît, évitez d'utiliser les antibiotiques à tort et à travers. Et ces bestioles sont devenues ultra fortes, on n'a aucune idée de l'impact que ça pourrait avoir sur leur environnement. Et comme je l'ai dit dans un épisode précédent, que vous retrouverez sur ma chaîne, l'équilibre de la nature est quelque chose d'assez fragile avec lequel il ne faut pas jouer au con. Et là, on va vers un autre problème des OGM, leur prolifération dans la nature. Vous vous doutez bien qu'une plante, OGM ou non, la barrière autour de son champ, elle s'en fout un peu. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est polliniser un maximum et le plus loin possible. Autant si les OGM restaient dans un milieu fermé et ne se mélangeaient pas avec la nature, ça irait, un peu comme la vache. Mais autant si ça se répand dans la nature, on n'a aucune idée de l'impact que ça pourrait avoir sur l'écosystème. Et de ce côté-là, les animaux OGM, c'est le bordel aussi. Imaginez un peu si ce saumon triple XL arrivait à s'échapper. Déjà, vu sa taille, il pourrait se mettre à manger des animaux qu'il n'est pas censé manger. Revoyez mon épisode sur la chasse pour comprendre pourquoi c'est pas bon. Ou pire, arriver à se défendre de ses prédateurs.
Oui, parce que moi, je mange pas un lapin de 2 mètres, les gars. Hein. Et c'est pas comme s'il était le seul et qu'à sa mort, le problème c'est réglé. Non, il peut se reproduire, le petit. Enfin, façon de parler. D'autant plus qu'en général, dans le règne animal, les femelles préfèrent les plus grosses. Donc oui, la taille compte. Bon, là, on a fait un bon résumé des problèmes qu'on pourrait avoir du point de vue écologique. Une fois encore, je le répète, ce ne sont que des suppositoires. Sion, commence à me gonfler là. Mais il faut prendre ce que je vous dis avec des pincettes, parce qu'il est tout à fait possible que ces conséquences n'arrivent jamais. Par exemple, les super insectes pourront très bien s'adapter avec la nature, c'est possible, on n'en sait rien. Mais personnellement, je trouve que c'est un peu jouer à la roulette russe avec la mère nature. La roulette russe, c'est une bonne métaphore, parce que certes, il y a peu de chances que ça merde, mais si c'est le cas, on va vraiment chier. Mais je dois reconnaître que les dernières études sur le sujet tendent à croire qu'on aurait surestimé le problème. La preuve, plus de 100 prix Nobel ont demandé à Greenpeace d'arrêter leur campagne contre les OGM, parce que selon eux, les risques sont minimes, mais par contre les avantages, eux, sont énormes. Car oui, les OGM ont clairement la capacité de sauver l'humanité de la famine. Rien que de pouvoir développer l'agriculture en Afrique, ce serait énorme. Le tout, c'est de s'en servir avec parcimonie et prudence. Ce que l'humanité fait toujours, évidemment. Mais les OGM pourraient nous nuire d'une autre manière, et celle-là, elle est plus vicelarde, par voie juridique. Faut pas oublier qu'à chaque fois qu'un OGM est créé, il est breveté et donc appartient à une firme, et ça va même plus loin. Maintenant, on a carrément breveté des séquences entières de l'ADN. Imaginez, vous êtes en train de cueillir une fleur dans la nature et vous vous retrouvez avec un procès au cul parce que vous avez pris un OGM qui s'était pollinisé en dehors de sa zone agricole. Prenons un cas théorique. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais ça ne me semble pas si impossible que ça. Imagine un fermier qui cultive une plante tout à fait naturelle, donc pas transgénique, mais qui a comme voisin une entreprise qui, elle, pratique l'OGM avec exactement la même plante que lui. Et qu'ensuite, cette fameuse plante transgénique va se mélanger par la pollinisation avec les plantes du fermier sans que lui-même le sache. Chose qui peut tout à fait arriver. Bien, ce pauvre bougre pourrait se retrouver avec un procès pour avoir volé le produit de l'entreprise, alors qu'il n'a rien fait. Et il aurait énormément de mal à prouver qu'il n'a pas volontairement pris le produit de son voisin. A-t-on vraiment envie de donner une partie de la nature à des entreprises? Est-ce que l'homme a le droit de s'approprier une espèce et de faire ce qu'on bon lui semble? On peut vraiment faire ça? Et encore, là je n'ai pas parlé du problème éthique de la génétique, parce que certains trouvent que là on dépasse les bornes et qu'on se prend pour des dieux. Et pour conclure sur une note un peu plus détendue, nous allons parler de chèvre-araignée. On a créé un mutant d'une araignée et d'une chèvre. Mais non, pas ça! On a ajouté un génome d'araignée dans une chèvre. Mais pourquoi faire un truc si monstrueux? Pour pouvoir produire des toiles d'araignée, à défaut d'avoir Spider-Man. Les toiles d'araignée sont ultra résistantes, bien plus que le métal pour la même épaisseur. Pour vous donner une idée, on serait capable de retenir des balles avec du simple tissu de toile d'araignée, et pas si épais que ça en plus. Le problème c'est qu'élever des araignées, c'est pas si facile que ça, étant donné leur fâcheuse tendance à se bouffer entre elles. Et du coup, on a fait en sorte que la chèvre produise dans son lait la fameuse protéine qui constitue la toile d'araignée. Bon, c'est encore au stade expérimental, mais on a déjà réussi à avoir quelques bonnes toiles avec ce procédé. Voilà, cet épisode est terminé. Il était long celui-là? Et fatigant. Ouais. Aussi, oui. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo, hein, même si ça n'a aucun rapport. Hein. Vous pouvez parler de... Bon, je sais pas, moi, de ce que vous voulez, de vos vacances, de votre vie familiale, de votre train-train quotidien, ou de... vos ébats sexuels. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez rien rater, et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Allez, salam salam.